Bonjour à tous, mon nom est Daniel, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne des Chimères occultes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui circule beaucoup dans les milieux ésotériques modernes, le destiny swapping, ce que certains appellent aussi le vol de destin. Selon certains récits, il existerait des individus capables de détourner la trajectoire de vie d'une autre personne, de lui voler sa chance, ses relations, sa prospérité ou même sa mission de vie. Pour certains, c'est une réalité occulte. Pour d'autres, c'est un mythe dangereux. Aujourd'hui, on va regarder ce phénomène sous deux angles. D'un côté, on a la version occulte et folklorique qu'on retrouve dans différentes traditions spirituelles. Puis de l'autre, c'est la dimension psychologique qui nous aide à comprendre pourquoi ce type d'histoire apparaît dans certaines expériences humaines. Parce que, comme souvent dans l'occultisme, la vérité se trouve quelque part entre le symbole, l'expérience et l'interprétation. Alors, allons voir ça ensemble. Dans les cercles ésotériques modernes, le destiny swapping est présenté comme une forme de manipulation spirituelle. L'idée est simple, c'est une personne qui va faire des interférences volontaires avec le parcours de vie d'une autre personne afin de détourner certaines opportunités, certaines relations ou certaines formes d'abondance. Ce genre de récit est souvent justifié de différentes façons. On parle parfois de rééquilibrage karmique, d'un contrat d'âme, d'une dette familiale ou encore d'un sacrifice nécessaire pour accomplir une mission spirituelle. Dans cette vision du monde, le destin devient presque une ressource que certains essaieraient de capter ou de détourner. Mais plusieurs traditions ésotériques sérieuses mettent immédiatement une limite à cette idée. Selon l'hermétisme et plusieurs écoles de magie opérative, le destin n'est pas un objet que l'on peut échanger comme de la monnaie. Il est plutôt le résultat d'un ensemble complexe qui est notre héritage, nos choix, nos circonstances et notre structure intérieure. Autrement dit, la destinée d'une personne ne se vole pas si facilement. Par contre, c'est pas dit que c'est impossible à réaliser. Il est là le problème dans tout ça. L'idée de destin existe depuis très longtemps. Dans la Mésopotamie antique, les Sumériens parlaient de Sintu, qui représentait la part de destin attribuée à chaque être vivant. Chaque personne possédait sa place dans l'ordre cosmique. S'attaquer au destin d'un autre était vu comme une transgression grave de cet ordre. Dans certaines traditions, des sorciers pouvaient tenter de perturber la chance ou la vitalité d'une personne, mais il ne s'agissait jamais d'un échange complet de destin, on parlait plutôt d'un déséquilibre qui finissait souvent par entraîner un retour de flamme. Dans certaines traditions gnostiques, on parle du vol de lumière, mais cette lumière ne représente pas un destin, elle symbolise plutôt la conscience et l'étincelle spirituelle présente dans chaque être humain. Selon ces récits, certaines forces cherchent à maintenir l'humanité dans l'ignorance. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de voler la destinée d'une personne. Il s'agit plutôt d'empêcher cette conscience de s'éveiller pleinement. Dans la Kabbale lourianique, on retrouve aussi l'idée de l'étincelle divine. Ces étincelles peuvent être élevées, réparées ou transformées, mais elles ne sont jamais décrites comme étant volées à quelqu'un d'autre. Dans la sorcellerie populaire européenne, on retrouve toutefois l'idée de vol de chance. Dans certains récits folkloriques, des sorcières pouvaient voler la prospérité d'un voisin. On racontait qu'elles pouvaient détourner le lait des fermes, nuire aux récoltes ou attirer la chance d'une famille vers la leur. Mais même dans ces histoires, il ne s'agissait pas d'un échange complet de destin. On parle plutôt d'un drainage temporaire d'énergie ou de prospérité. Dans certaines traditions afro-caribéennes, notamment dans l'univers du vaudou, on retrouve aussi des récits de manipulation de la chance
ou de la trajectoire d'une personne. Ces pratiques sont souvent associées à la sorcellerie malveillante. On parle parfois de la figure du Bokor. Le Bokor est un praticien capable d'utiliser la magie autant pour protéger que pour manipuler ou nuire. Dans certains récits populaires, on raconte qu'un Bokor pourrait détourner la chance d'une personne ou placer des obstacles sur sa route. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'un échange complice destin. Il s'agit plutôt d'une tentative de perturber le parcours d'une personne. Regardons maintenant ce phénomène sous un angle psychologique. L'idée d'avoir été victime d'un vol de destin apparaît souvent dans un moment particulier. On parle d'un moment où une personne a l'impression de ne plus être l'auteur de sa propre vie. Elle va ressentir un décalage entre ce qu'elle est, ce qu'elle vit et ce qu'elle croit devoir incarner. Et au lieu de regarder les choix qu'elle fait, les blessures ou les compromis passés, l'esprit peut reprojeter cette frustration vers l'extérieur. C'est là qu'apparaît l'idée que quelqu'un a volé sa place. En psychologie, ça correspond souvent à une délocalisation de la responsabilité. Il existe plusieurs mécanismes humains qui alimentent ce système de récit. Par exemple, la jalousie. Quand on voit chez quelqu'un d'autre une forme de clarté, de stabilité ou de reconnaissance, ça peut agir comme un miroir. Parfois, ce miroir va révéler ce que nous n'avons pas encore intégré en nous-mêmes. Au lieu de reconnaître ce travail intérieur à faire, l'esprit va transformer ça en récit de prédation. On se raconte que quelqu'un nous a volé notre étoile. Cela dit, certaines personnes peuvent réellement influencer la trajectoire d'une autre, pas par des rituels de magie cosmique, mais par manipulation psychologique. Certaines personnes imitent, observent, copient. Elles vont entrer dans votre vie avec admiration, mais finissent par chercher à prendre votre place. On voit parfois du mimétisme identitaire. Des gens qui tentent de reproduire votre parcours, votre identité ou même votre cercle social. C'est pas un vol de destin, mais ça peut tout de même créer un déséquilibre réel. Là où j'amène une certaine clarté, puis un certain questionnement, c'est quand j'entends des histoires comme un certain monsieur que j'ai parlé sur la page de Paranormal Stranger. Le monsieur a été en Afrique, a participé plutôt à un rituel pour obtenir la richesse. Puis ce qu'il a obtenu à la place, c'est il est tombé gravement malade, puis présentement, il est à l'article de la mort. Ce que moi, j'en ai déduit, c'est qu'il y a eu un destiny swapping à ce moment-là, puis que ce monsieur-là s'est fait voler son étoile, comme on pourrait dire, puis que son énergie de réussite a été utilisée pour quelqu'un d'autre. Il y a eu un sacrifice animal qui a été fait, puis finalement, lui, ce monsieur-là, est à l'hôpital, puis il a des problèmes de santé. Donc, c'est là que je mets un doute sur l'inexistence du destiny swapping. Mais encore là, c'est une opinion personnelle. Le thème de vol de destin apparaît aussi souvent dans la fiction. Le cinéma aime beaucoup explorer cette peur très humaine, celle de voir quelqu'un prendre notre place. Dans le film The Talented Mr. Ripley, un homme développe une obsession pour la vie d'un autre et tente progressivement de devenir cette personne. Le film Us, réalisé par Jordan Peele, joue aussi avec l'idée de doubles qui vivent dans l'ombre et qui finissent par remonter à la surface pour remplacer ceux qui vivent au-dessus. Mais certains films s'approchent encore plus directement du concept de transfert d'identité. Dans The Skeleton Key, inspiré du folklore du sud des États-Unis, certaines pratiques occultes
permettent de transférer la conscience d'une personne dans le corps d'une autre. Le film Spell explore lui aussi une histoire inspirée du hoodoo où un homme capturé par une praticienne se retrouve pris dans un système de manipulation spirituelle visant à contrôler son corps et sa vie. Ces histoires frappent l'imaginaire parce qu'elles touchent une peur très profonde, celle de perdre notre identité et notre trajectoire au profit de quelqu'un d'autre. Après tout ce qu'on vient de voir, une question devient importante. Qu'est-ce qu'on fait avec cette idée de vol de destin? Parce que même si le destiny swapping est souvent exagéré dans certains milieux ésotériques, une chose reste vraie. Il arrive que des gens aient l'impression de ne plus être aux commandes de leur propre vie. Parfois, c'est à cause de relations toxiques. Parfois, c'est à cause d'influences extérieures. Et parfois simplement parce que la vie nous a éloignés de ce que nous sommes vraiment. La bonne nouvelle, c'est que la trajectoire d'une vie n'est jamais complètement figée. Et surtout, elle n'appartient à personne d'autre que vous. Reprendre son destin ne demande pas de rituel spectaculaire. Ça commence par quelque chose de beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus exigeant. Reprendre sa responsabilité personnelle. La première étape consiste souvent à couper certaines influences. Certaines personnes entrent dans notre vie avec des bonnes intentions, mais d'autres peuvent semer le doute, créer une dépendance émotionnelle ou détourner constamment notre énergie. Reprendre son destin demande parfois de mettre des limites très claires. La deuxième étape consiste à revenir à sa propre voix intérieure, pas celle des attentes familiales, des groupes spirituels, des mentors autoproclamés, mais la vôtre, celle qui sait déjà ce qui vous nourrit vraiment. La troisième étape, c'est l'action. Le destin ne se manifeste pas seulement dans les signes ou la synchronicité. Il va se manifester dans les décisions qu'on prend chaque jour. Les projets qu'on choisit, les relations qu'on entretient et les directions qu'on accepte enfin d'assumer. Parce qu'au fond, la trajectoire d'une vie se construit beaucoup plus par les choix répétés que par les forces invisibles. Alors, est-ce que le destiny swapping existe vraiment? Les traditions anciennes, le folklore et la psychologie nous donnent tous à peu près la même réponse. On peut perturber la vie d'une personne, on peut influencer ses choix, on peut même manipuler sa trajectoire pendant un certain temps. Mais le cœur du destin d'un individu ne peut pas être volé comme un objet. Il peut être oublié, il peut être dévié, mais il reste toujours là. Et c'est peut-être ça la véritable leçon derrière toutes ces histoires. La question, c'est pas vraiment de savoir si quelqu'un peut voler votre destin. La vraie question, c'est plutôt, êtes-vous prêt à reprendre votre vie en main et votre destin? Pour conclure, nous avons exploré aujourd'hui certaines idées et symboles qui traversent les traditions religieuses, les mythes et même le cinéma. Derrière ces récits, on retrouve souvent une même question. Comment l'humain interprète-t-il les signes et les forces qui semblent dépasser le monde ordinaire? Mais ce sujet ne s'arrête pas ici. Dans le prochain épisode, on ira encore plus loin en s'intéressant à une autre forme de communication mystérieuse, les présages. Depuis l'Antiquité, plusieurs cultures ont cru que les événements inhabituels, les rêves ou certains phénomènes naturels pouvaient être un langage du divin, une manière pour le sacré d'entrer en dialogue avec le monde humain. Je vous donne donc rendez-vous vendredi le 29 mai 2026 pour un nouvel épisode où on va explorer ensemble les présages comme langage du divin, leurs origines, leur interprétation et la place qu'ils occupent dans différentes traditions. D'ici là, répandez le bonheur autour de vous et soyez sages. Mon nom est Daniel, c'était un autre épisode des Chemins occultes. À très bientôt.